Au début des années 60, à Tizi Ouzou, à Alger, à Blida, à Constantine, à Oran et à Annaba, comme dans tout le reste de l'Algérie, c'était au cinéma que nous faisions notre apprentissage de la vie. Comment se débrouiller pour se sortir des situations difficiles, comment se venger, comment réussir un hold-up, échapper à la police, résister à un interrogatoire, quel châtiment infliger au traître. Qui a tué Liberty Valance? Qu'est-il arrivé à Baby Jane? Quoi de neuf, Pussycat? Chaque film était une occasion de s'instruire. Mais il y avait parfois des situations qui nous posaient des problèmes insolubles. Par exemple, on allait souvent voir des films d'horreur, très en vogue à l'époque, et dont les titres seuls nous faisaient froid dans le dos. Le cauchemar de Dracula, Dracula, prince des ténèbres, les vampires contre-attaquent. Quand à la sortie du cinéma, vers 11 heures du soir, on rentrait chez nous, en traversant des rues sombres et désertiques, paniqués à l'idée de voir soudain apparaître les vampires, on savait qu'il nous suffisait qu'on leur montre une gousse d'ail ou une croix pour les faire fuir. Mais le problème, c'est que chez nous, l'ail, ça va, mais la croix, ça ne marche pas. Même les vampires, ils te voient avec ta croix, ils te croient pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va leur montrer un croissant. On va leur réciter un verset coranique redoutable qui va les terrasser sur place. A'oudhu billahi min shaitan rajim. Bismillahir rahmanir rahim. C'est notre vadé rétro satanas. Mais ça ne fera aucun effet, ils comprennent pas l'arabe, les vampires. Alors que faire d'autre pour les combattre? On va leur montrer la main de Fatma. Tiens, 5 dans tes yeux, ya wahd le vampire. Vous savez que montrer la main ouverte, doigt tendu, en prononçant la formule magique 5 dans tes yeux, c'est le meilleur bouclier contre le mauvais œil qu'on vous jette. Chez nous, en général, le diable se cache dans les corps de nos amis, nos cousins et nos voisins. Et par l'intermédiaire de leur voix, le diable, pour mieux vous tromper, vous dit toujours le contraire de ce qu'il veut vous souhaiter. Par exemple, quand quelqu'un dit à quelqu'un d'autre « Que Dieu te donne longue vie, mon frère », le vrai message, c'est « Qu'Allah te désintègre, na'al waldi ». Ce qui fait, dès que quelqu'un vous fait un compliment un peu trop appuyé, il faut tout de suite sortir la quinte. Évidemment, à chaque fois que quelqu'un vous dit une gentillesse, vous n'allez pas lui balancer la sauce. Il y a des gens qui sont sincères. Tout le monde n'est pas forcément habité par le diable. Mais on ne sait jamais. Ce qui fait que par précaution, par prudence, les gens ont inventé un stratagème, une ruse, pour se protéger du mauvais œil, tout en évitant de choquer les amis, les cousins et les voisins. Quand, par exemple, une femme dit à une autre « Oh là là, dis donc Aïcha, qu'est-ce que tu es belle pour ton âge, mais dis-moi, c'est quoi ton secret ?» L'autre, tout de suite, va répondre « Mon secret, c'est que c'est que moi, je me lève à 5 heures du matin. » Dans tes yeux, Na'al Waldik. Parce que tu sais bien que j'ai 5 enfants à nourrir, moi. 5 garçons et 5 filles. Mais revenons au sujet qui nous intéresse, le cinéma. C'était également là que nous faisions notre éducation sentimentale. On apprenait comment s'habiller pour plaire aux filles, comment les regarder sans fléchir les yeux, comment composer un sourire en coin. Mais comme il n'y avait jamais de filles dans la vie réelle, c'était un investissement pour rien. Ce qui fait que toute notre attention restait focalisée sur les actrices et on tombait amoureux de toutes celles qui passaient à l'écran et après on se faisait notre cinéma à nous dans la tête. On tombait amoureux d'Ava Gardner, on sortait avec Rita Hayworth, on dansait avec Marilyn Monroe et on embrassait Brigitte Bardot. L'ancienne, hein? Celle de maintenant, 5 dans tes yeux, Brigitte Bardot. On les aimait toutes, mais l'élu de nos cœurs, c'était Silva Cochina. Vous ne l'avez pas vue dans La Vengeance d'Hercule? Aïe, 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 quand elle rentre dans le hammam avec Steve Reeves, elle nous a rendus fous. Le cinéma de l'époque nous offrait des histoires d'amour clés en main, compatibles avec l'ensemble de nos désirs et de nos fantasmes. Mais, paradoxalement, les histoires d'amour de la vie réelle étaient beaucoup plus virtuelles que celles qui passaient sur les écrans des cinémas.
Exemple, un garçon nommé Jamel était tombé fou amoureux d'une fille qui habitait son quartier. Mais comme il ne pouvait pas l'approcher à cause des nombreux frères qui surveillaient farouchement sa virginité, la virginité chez nous c'est le capital, hein. C'est le CAC 40, hein. Alors, il l'aimait de loin. Il y avait environ une centaine de mètres qui séparaient les balcons de leurs appartements respectifs. Pendant les 4 ans qu'a duré leur histoire d'amour unilatéral, c'était la distance qui allait toujours les séparer. Jamel, tous les matins, se levait à la même heure qu'elle, il s'habillait, prenait son petit déjeuner, se coiffait en lui parlant dans le miroir. « Et à l'Aziz quand je t'attrape !» Puis il descendait l'attendre en bas de l'immeuble. Dès que la jeune fille sortait pour aller au lycée, Jamel la suivait discrètement, en maintenant les 100 mètres de distance, mine de rien, comme si de rien n'était. Salam alaikum, sahaho, labas, hamdullah. Oui, ça va très bien. Oui, je vais chercher du boulot, là. Pendant 4 ans, la fille ne l'a jamais remarqué, tellement il était fort. Dès qu'ils arrivaient au lycée, la jeune fille entrait et Jamel allait occuper une portion de mur en attendant l'heure de la sortie et il en profitait pour faire sa petite séance de hétisme matinal. Le hétisme en français, l'équivalent ce serait le murisme. C'est la pratique quotidienne du mur. Vous savez que chez nous en Algérie, les murs, c'est des centres culturels. C'est cette fameuse philosophie qui permet, grâce à son dos qu'on appuie sur un mur spatio-temporel, d'accéder à de très hauts niveaux de spiritualité transcendantale. En pratiquant 8 à 12 heures par jour sérieusement, on peut accéder au hétisme zen. Jamel, à 15 ans, était déjà 4e dan. À midi, quand la jeune fille sortait pour aller déjeuner chez elle, Jamel la suivait. L'après-midi, quand elle repartait au lycée, il la suivait de nouveau, et ainsi de suite. Pendant les week-ends, quand elle allait faire ses courses ou tout simplement allait se promener en ville, Jamel la suivait partout où elle allait. Et si par hasard, durant ses promenades, elle entrait dans une pâtisserie, Jamel attendait qu'elle eût quitté la boutique, puis il se précipitait à l'intérieur et demandait au vendeur « Je voudrais la même chose que la demoiselle qui vient de sortir, s'il vous plaît. » Un baba au rhum? Oui. Avec des leguezouz? Oui. Et oui, parce que le baba au rhum chez vous, il est au rhum. Mais nous, les Algériens, comme on ne peut pas boire d'alcool, le baba au rhum, c'est avec de la limonette guezouz. C'est du baba au rhum halal. Il est aromatisé. C'est un peu comme le jus d'orange, hein. Vous savez que chez nous, pendant 30 ans, on a eu un régime unique, un parti unique, un président unique, une pensée unique, mais on avait également un jus de fruits unique. Sur le marché, il n'y avait que du jus d'orange. Et pendant 30 ans, à force d'en acheter, toujours, les gens, plus tard, quand le pays s'est ouvert aux autres jus, ils ont tellement pris l'habitude, quand ils rentraient dans les magasins, ils disaient vous avez du jus d'orange d'abricot ?» Ah, désolé, nous n'avons que du jus d'orange. Après avoir obtenu le bac, la jeune fille est entrée à la faculté centrale d'Alger et elle prenait le bus tous les jours pour s'y rendre. Jamel, lui aussi, prenait le bus tous les jours pour s'y rendre. Il se tenait le plus loin possible d'elle et la surveillait tout en évitant de croiser son regard. Il prenait garde à ce qu'elle ne se fît pas coincer par un caleur professionnel. Vous savez, les caleurs, c'est ces types qui, chez nous, passent des heures entières, des journées dans les bus, repèrent les jeunes filles seules et ils se collent à elles. Ils les calent. Comme les bus, ils font beaucoup de secousses. Comme ça, les filles, elles tombent pas. Ils font du service public, hein, c'est des volontaires. Et... Ah ben oui. C'est des bénévoles... C'est de l'emploi pour jeunes, hein. Comme les bus sont toujours bondés de monde, ces petits malins savent très bien que leurs victimes n'iraient jamais se plaindre d'être serrées de trop près. C'est une méthode d'approche de l'autre sexe qui est basée sur la pudeur, le non-dit, ainsi que sur le respect de l'opinion de l'autre, puisque de toute façon l'autre n'a pas la liberté d'avoir une opinion. Alors il arrive parfois, comme ça, tout d'un coup, que dans un bus, il n'y ait que des caleurs. Tout d'un coup, il y a 70 caleurs et aucun objet de calage.
Alors le type, il arrive le matin très tôt, il est bien habillé, il est parfumé, il prend sa place, il vient faire ses 8 heures de calage, normal, et rien que des moustaches partout. Et il attend, il espère, il se dit, tiens, peut-être que dans le prochain arrêt, il y en va y en avoir une ou deux qui vont monter. Prochain arrêt, Walou, c'est un lot supplémentaire de caleurs qui monte. Et ça se serre là-dedans, ça se serre. Et le type, il espère, il attend, il espère, et tout d'un coup, hop, c'est lui qui se fait caler. C'est le caleur calé. Ce qui fait que le caleur qui est calé, automatiquement, lui-même cale le caleur qui est devant lui. Et l'autre fait la même chose, et ainsi de suite. Le caleur qui cale, le caleur qui cale, le caleur, jusqu'au chauffeur d'autobus qui lui aussi, il est calé. Oh, ya smata ya. Ah ben voilà, j'ai calé, Nadina. Oh. Alors, parfois, les caleurs calent des femmes voilées. Mais souvent, les femmes voilées ne sont pas des femmes. Et si jamais la fille qui est calée n'est pas contente et qu'elle se révolte et qu'elle se plaigne, le caleur ne perd jamais son sang-froid. C'est un transport public, collectif, démocratique et populaire. Eh ben, t'as qu'à changer de place, ma sœur. C'est comme ça, hein, chez nous, on est tous frères et sœurs. C'est l'inceste national. Eh ben, t'as qu'à prendre un taxi. Qu'est-ce que tu crois? J'ai un bel et que moi aussi, je souffre. Depuis ce matin, je suis debout, moi. Mais je prends mon mal en patience, je résiste, je tiens le coup. Mais n'aie pas peur, ma sœur, hein, je vais bientôt arriver et tu pourras descendre. Un jour que Jamel, adossé au mur situé juste en face de la faculté centrale, attendait sa dulcinée, il voit la jeune fille sortir, courir en riant vers un garçon et l'embrasser. Jamal, fou de rage et de désespoir, a traversé la rue sous les coups de klaxon furieux et les crissements de pneus, se précipite sur elle, la saisit par le bras, la retourne, la regarde droit dans les yeux et il lui dit « À partir de maintenant, toi et moi, c'est terminé. » Un dimanche après-midi, je suis allé au Cinémonde voir La Guerre de Troie avec Steve Reeves. Les péplums faisaient fureur à l'époque. La valeur d'un film se mesurait aux dimensions des biceps du héros, dessinés sur l'affiche. Pour nous, un grand acteur était un acteur musclé. Et de ce point de vue, Steve Reeves était le meilleur. Il faisait très chaud dans la salle. Les spectateurs enjambaient les rangées pour rejoindre leurs copains. En quelques minutes, la salle était archi-comble. Ça parlait dans toutes les directions, d'une rangée à l'autre, du balcon vers l'orchestre, de l'orchestre vers le balcon. Une vraie fête populaire. Les sachets de cacahuètes craquaient dans un joyeux vacarme de papier froissé. Enfin, le rideau s'ouvre, les lampions s'éteignent les uns après les autres, l'écran s'allume et le brouhaha diminue. L'ouvreur, car chez nous, même au cinéma, surtout au cinéma, il n'y avait pas de femmes. Là, dans l'obscurité, 500 caleurs guettent dans l'ombre. L'ouvreur éclairait les travées de sa torche électrique pour repérer les dernières places libres afin d'y installer les retardataires. Il en profite pour tenter de faire respecter les règles élémentaires de la bienséance. Descends tes pieds de là, toi. Oh! Et toi, enlève ta main de là, Al-Waldik. Le film n'est même pas commencé. Et le film commence. Steve Reeves, Silva Cochina, dans La Guerre de Troie. 9 ans se sont écoulés depuis le jour où Paris, prince troyen, ravit la belle Hélène à son époux Ménélas, roi de Sparte. Et depuis 9 ans, s'est enjuré de venger l'outrage les princes de la Ligue achéenne, qui comptaient les héros les plus fameux de toute la Grèce, assiégeaient la ville de Troie. Salam alaikum, lance dans le noir un spectateur qui vient juste d'arriver. Toute la salle répond en chœur. Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Entouré de murailles inexpugnables entre lesquelles Paris se cache Hélène comme une proie superbe, ravie à l'orgueil des Grecs, Troie est cependant au bout de sa résistance. Dans le lointain, on entend le grésillement d'un poste de radio sur lequel on cherche une station et qui se fige soudain sur le commentaire hystérique d'un match de foot.
Une porte claque. Aïe, coco, cacahuète. Aïe, coco, coco, coco. Le faisceau de la torche électrique se déplace rapidement dans l'obscurité. L'ouvreur se rue sur le marchand clandestin de cacahuètes. Sors d'ici, Hector, le plus valeureux des Troyens, fils du roi Priam et frère de Paris, a péri de la main d'Achille qui vengeait son ami Patrocle, tué par Hector en combat singulier. C'est avec ce sinistre... Le film s'arrête brusquement. Les spectateurs hurlent et la tête du projectionniste apparaît dans la petite fenêtre de la cabine. La JSK vient de marquer un but. L'ouvreur saute en l'air en tapant dans les mains. La foule en délire se joint à lui. JSK, JSK. La JSK, c'est la jeunesse sportive de Kabylie. JSK. Et le film redémarre. Que les vautours enfoncent leur bec de rapace dans la plaie qu'a ouverte mon épée, afin qu'Hector, meurtrier de Patrocle, souffre 2 fois la mort. C'est ainsi que s'accomplit la vengeance d'Achille. Dans la salle, allez les jaunes, allez. À l'écran, Hélène est effondrée. Achille tenait dans sa main le destin d'Hector. Il a fallu 9 ans pour qu'il s'accomplisse. Qu'adviendra-t-il de Troie? Le projectionniste branche sa radio sur les haut-parleurs afin que les spectateurs suivent le match. Kader passe à Méziane qui repasse à Kader. Kader passe à Mouloud. Mouloud passe à Mouloud. Mouloud, c'est le champion du jeu collectif individuel. Mouloud est dans les 18 mètres. Il va shooter, il va shooter, il va shooter! Mais qu'est-ce qu'il fait? La défense oranaise remonte. Mouloud récupère le ballon. Mouloud. Aîné. Le Dieu n'aime pas qu'on hurle en franchissant le seuil de la mort, Paris, je veux te rendre justice, aîné. Yukwalo yatoribo, niwa nimida. Oh! C'est un morceau de pellicule du film Les 7 samouraïs que le projectionniste a collé dans la guerre de Troie. Le film s'est déchiré, il a trouvé un truc par terre au hasard. Il est très difficile de doubler les films japonais, hein? Vous avez remarqué, les acteurs ont une façon tellement particulière de déclamer. Laissez-moi vous donner un exemple. Dans une séquence d'un film nippon, on voit de la neige tomber sur un jardin, au milieu duquel coule une rivière bordée de bonsaïs géants, hein? Une femme dispose des bols sur une table basse, tandis que l'homme, un samouraï, tourne en rond comme un fauve à l'intérieur de la maison. Sous-titre, est-ce que le thé est prêt? La femme... Ça infuse. Boto, Nyuko, Taboto, Makoto, Gao, il existe entre nous une vieille rivalité, aîné. Mais Dieu, là on revient à la guerre de Troie. Hein. Le brrr que vous avez entendu, là, c'est la colle algérienne. Hein. Il y a le film et il y a la colle. C'est de la colle bio, elle est naturelle. Elle n'est pas passée par l'usine, elle vient directement de l'arbre. Il y a même des branches dedans, il y a des feuilles, il y a un mégot, il y a un nid avec un oiseau. Et quand ça passe dans le projecteur de cinéma, c'est... Les acteurs, pendant 20 minutes, ils collent.
Je reprends le morceau pour être dans le rythme. Boto, boto nyukota boto, entre nous une vieille rivalité est née. Mais du haut des remparts, j'ai pu apprécier ton exploit. Le courage et la ruse sont deux qualités enviables. Kader passe à Méziane qui repasse à Kader. Aïe, cacahuète, aïe, cacahuète, cacahuète. 2 paquets pour 1 dinar. Aïe, al-khawa, c'est les soldes. En liquide. Ah, les amandes, le cacahuète. Sors d'ici, Na'al Waldik. Créuse, la femme d'aîné. Je t'ai regardé du haut des remparts. J'ai eu si peur pour toi, aîné. Jusqu'à quand devrons-nous vivre ainsi, aîné? Je sais pas. Cette guerre prendra bien fin un jour. Kader tire de toutes ses forces. Les spectateurs, ouais! Le gardien de but de l'équipe d'Oran s'élance, dévie la balle d'un coup de tête magistral. Oh! Une porte s'ouvre, laissant entrer un filet de lumière du jour qui éclabousse l'écran. Les spectateurs, oh! Fermez la porte, oh! Dans l'entrouverture apparaît une moustache. Message pour Farid. La moustache s'en va et la silhouette d'une femme apparaît. Farid! C'est ta maman qui te parle. Je sais que tu es là dans l'obscurité de la salle et que c'est avec l'argent du lait que tu es rentré au cinéma. Alors, je te préviens. Dinim. Dinim. Si tu reviens à la maison sans le lait, je t'arrache la tête. Je te jure sur ce que j'ai de plus cher. Je te jure sur le lait que tu as bu dans ce sein. Tu le vois, ce sein? Les 500 caleurs, où est-il? Alors là, si tu reviens à la maison sans le lait, tu passes la nuit dehors et je t'arrache la tête. Alors débrouille-toi, tu l'achètes, tu le voles, tu traites une vache, une chèvre, tu traites une mouche si tu veux, mais tu ramènes du lait à la maison et la monnaie qui va avec. Kader amortit le ballon avec sa poitrine. Il laisse glisser le ballon, il le bloque et il dribble. Kader dribble. Kader aime dribbler. Même quand il n'y a pas de ballon, il dribble déjà. Dans sa tête, il dribble partout, Kader. En rentrant chez lui, il dribble. En descendant, il dribble tout le temps. Kader passe à Mouloud, Mouloud bloque le ballon et Mouloud cherche une issue. Tu touches pas le ballon, toi. Mouloud repasse à Kader, Kader passe à Méziane, Méziane shoot avec la tête et Mouloud rattrape le ballon et Mouloud est face au goal de l'équipe d'Oran. Le gardien de but d'Oran est un géant. Il occupe tous les bois. C'est la terreur des stades. Tout le monde le connaît. Tout le monde a peur de lui. Les deux hommes se regardent. Ils se calculent. Mouloud calcule l'angle de tir. L'hypoténuse A plus B. Le gardien de but d'Oran, il a un strabisme divergent. Lui, il voit 2 Mouloud. 2 ballons, ce qui n'est pas réglementaire. Et 2 stades. Des fois même, il joue dans un stade et il assiste à un match dans un autre. Les deux hommes se calculent. Mouloud feinte à droite, l'équipe d'Oran feintée sort à droite. Mouloud feinte à gauche, sa propre équipe a été feintée, elle sort à gauche. Il y en a même qui ont pris leur valise, leur cabas. Mouloud joue toujours tout seul. Et ils sont rentrés chez eux. Et les deux hommes sont face à face. Mouloud, enfin les deux Mouloud, reculent, ils prennent leur élan.
Ils reviennent, ils tirent de toute leur force et les deux ballons arrivent à une vitesse incroyable. Lequel des deux ballons est le vrai, lequel est le faux? Lequel est le virtuel, lequel est le vrai? Les deux ballons arrivent, que faut-il faire? Shadi, Madi, Gali, Rassi. Il plonge au hasard à droite, le ballon rentre dans le coin gauche, les spectateurs de la salle hurlent leur joie. Il y est! Et comme des centaines de plumes portées par l'euphorie, ils s'élèvent dans le ciel du cinémonde jusqu'au plafond. Seul un spectateur est resté sagement assis, c'est un cinéphile, et lui, il est en train de s'identifier à Steve Reeves. Les autres retombent à leur place et l'autre leur dit « Ça va? On peut regarder la suite du film maintenant que vous avez marqué un but ?» Un supporter acharné se lève et lui dit « Si tu n'aimes pas la JSK, tu n'as rien à faire dans cette ville. Quitte cette ville immédiatement. Je te donne 24 heures et tu quittes Tizi Ouzou. » Le cinéphile se lève, il traverse la salle, fort de ses 32 kilos et de ses illusions, et il leur fait face à tous. « Je pars, bande de lâches, mais avant de partir, laissez-moi vous dire une chose. Si vous aimiez vraiment la JSK, vous seriez au stade au lieu d'être au cinéma. » Nadina. Sous une réplique aussi cinglante, les spectateurs restent muets de stupeur. Profitant du silence, une voix du balcon lance « Vive Oran !» Tous les spectateurs se retournent vers l'endroit d'où provenait la voix. Qui a dit ça? Où est le traître? Qu'on le lynche? Qu'on le pende? Une milice se forme, monte au balcon, traverse la salle, repère le jeune homme et fonce droit sur lui. Le jeune homme, non mais attendez les gars, c'était pour déconner. Hein. Vive la JSK. On ne déconne pas avec la JSK. Creuse, oh mon amour, Anne, ma chérie, silence, silence Yal Khawa, ils vont s'embrasser là. Créuse s'approche d'Aîné, Aîné s'approche de Créuse, Agamemnon passe le ballon à Éthéocle, Éthéocle passe à Achille, Achille bloque avec son talon, il le passe entre les jambes d'Hélène, Hélène passe à Kader, qui passe à Mouloud, Mouloud passe à Aîné, Aîné passe à Ajax, Ajax passe à Ulysse, Ulysse passe à Créuse, Créuse embrasse Aîné, Aîné la renverse sur le lit, il y est... JSK, 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 Un jour, le régent, l'un des 3 cinémas de la ville, avait annoncé à grand fracas, prochainement, Olga, le film qui va au-delà du réel. Une production de la RDA. Ça nous a refroidi un petit peu au début, mais il y avait une information en bas de l'affiche qui avait mis le feu aux poudres dans toute la région, puis dans tout le pays. Film interdit aux moins de 18 ans. Dès le lendemain, 3 semaines avant l'arrivée du film, des affichettes étaient collées partout en ville. Pour le film Olga, il vous sera réclamé une carte d'identité en cours de validité ou un permis de conduire poids lourd. Dès le lendemain, la mairie a été submergée de monde. Il y avait des milliers de jeunes qui tenaient absolument à régulariser leur situation administrative. Les studios de photographes étaient submergés de monde aussi. De jeunes adolescents à qui la municipalité avait refusé de délivrer le précieux document venaient avec des témoins pour prouver qu'ils étaient nés beaucoup plus tôt que la date inscrite sur les registres de naissance. Le jour dit, dès l'aube, des foules entières s'étaient amassées devant les grilles du cinéma Le Régent. Une longue file de brushing identiques s'étendait jusqu'à la sortie de la ville. La technique du brushing venait d'arriver dans le pays et avait révolutionné l'esthétique nationale. C'était le début de la période hippie et la mode était de se laisser pousser les cheveux très longs. Et donc nous aussi on suivait la mode. Mais le problème c'est que nous, comme on a les cheveux... c'est-à-dire qu'on a les cheveux fiers. Même sous la douche, il reste debout. Fluctuate nec mergetur.
Ce qui fait que quand on se laissait pousser les cheveux longs, ça nous faisait des masses volumineuses énormes autour de la tête. Et si en plus le type se laisse pousser une barbe et une moustache, quand il passe devant toi, on se demande s'il y a quelqu'un dans les poils, hein. Quand on allait chez le coiffeur pour qu'il nous aide à tirer les cheveux, à les remettre dans le droit chemin, ça nous faisait des formes raides. Des fois, le type, quand il se retourne pour partir, les cheveux, ils restent. Et cette coupe-là, tout le monde appelait ça casque allemand. De loin, quand on voyait les centaines de jeunes avec les pantalons pattes d'éléphant et les brushing casque allemand, on avait l'impression que c'était une section de la Wehrmacht. Toutes les 2 minutes, les plus jeunes tâtaient leur poche pour vérifier que leur carte d'identité était bien en place. J'avais 14 ans, mais j'ai miraculeusement réussi à rentrer en glissant un bakchich conséquent à l'un des contrôleurs. La salle était archi pleine, pleine comme un œuf. Dès que les lumières s'éteignirent, il y eut un cri de joie suivi d'un silence à couper au boussaadi. On était mort avant le générique. Dès que le nom de l'actrice a été projeté sur l'écran, on regardait entre les lettres. Et le film a commencé. 5 minutes, 10 minutes, rien. 20 minutes, 30 minutes, wallo. Il y en a même qui sont allés regarder derrière l'écran pour voir si les actrices ne se déshabillent que de l'autre côté. 50 minutes, 60 minutes, rien du tout. Jusque-là, le film est tellement mauvais, il devrait être interdit à tout le monde. Tout le début du film, c'était vraiment le standard classique du film chiant. Ça racontait l'histoire d'une femme au foyer, battue par son mari, un alcoolique psychotique. Rien de bouleversant, quoi. Mais si on voulait voir ça, nous, on reste à la maison, on a le film en direct. Bah oui, bien sûr, bah oui. Et on fait pas la carte d'identité, tu payes pas, et des fois même tu joues dans le film. Alors au début, à un moment donné, Olga tombe enceinte, c'est l'héroïne du film. Elle tombe enceinte et pense que la venue d'un enfant allait sauver son ménage. Mais elle découvre que son mari file le parfait amour avec la gardienne de la barrière du passage à niveau de la voie ferrée Dresden-Leipzig. Et par ailleurs, collaboratrice à temps partiel de la Gestapo, Olga, députée, décide d'abandonner son mari, mais elle décide d'avorter, et on parle de... Et pendant ce temps-là, nous on attendait interdit au moins de 18 ans. Et tel que c'est parti, on est loin, hein. Quelle heure il est, là? Chalsa, 1h10 déjà. Nadina. Même s'il y a quelque chose, il reste plus que 10 minutes. Ils n'auront même pas le temps de développer. À un moment donné, Olga passe sur un trottoir. Elle voit à travers la baie vitrée d'un bistrot son mari à l'intérieur en compagnie de sa maîtresse. Furieuse, Olga pénètre dans le bar et une bagarre s'ensuivit entre les deux femmes qui avaient failli coûter la vie à Olga. Une ambulance était venue et on l'a transportée à l'hôpital où elle est restée au moins pendant 2 bobines. On a eu la totale. Tout le processus, l'anesthésie, le sérum, la visite du docteur, la visite familiale, les femmes de ménage, les cuisiniers. C'est un documentaire sur un hôpital ou quoi, ça? Il y a eu juste le moment où un infirmier avait soulevé la jupe d'Olga et il lui avait mis une piqûre et vu sous un certain angle, on a dit « Ah, c'est ça !» T'as vu? Il a dîné. Ah, regarde par là-bas, toi, regarde par là-bas. Ouais, il a dîné. Là, c'est ça, c'est un peu loin, mais c'est ça. Hein? Tu as vu comment il lui a fait dîner? Mais non, c'est une seringue. Comment ça, une seringue? Mais je n'ai jamais vu une seringue comme ça, moi. Oui, mais c'est une seringue allemande. C'est pas une seringue algérienne. C'est normal, les Allemands, ils sont tous obèses, ils sont gros. Pour aller jusqu'à la maladie, il faut des seringues énormes. Hein. Il faut chercher là-dedans hein, pour trouver. Hein. C'est pas comme nous, on est tellement maigre, tu mets la piqûre directement sur le microbe. Ah bah oui. Nous, le microbe, tu le vois à l'œil nu, il arrive comme ça. Ça y est, je suis guéri, là, ça. À un moment donné, Olga s'est mise à hurler. Les infirmiers la transportent au bloc opératoire. Lumière, chirurgien. Et là, tout d'un coup, au moment où on s'y attendait pas, on a eu la totale.
La scène interdite aux moins de 18 ans. C'était un accouchement en direct. C'était gore. Un accouchement allemand. Wagner, la la. Le bébé, il arrive comme un spéléologue, il prend son temps, la 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 la. C'est pas comme chez nous, hein. Tchloup, allez, va jouer dehors, va. Fais vite, il y a ton frère qui arrive, hein. Et tu ramènes 8 baguettes quand tu reviens, hein. Et en bas de l'écran, c'était marqué « Pour la première fois, en direct au cinéma ». Ouais, peut-être pour la première fois en direct au cinéma, mais chez nous à la maison, c'est un classique qui tourne en boucle. Nous, c'est 4 fois par an, direct. Et en fait, quelque temps après, on avait appris que c'était un documentaire un peu élaboré destiné à la faculté de médecine pour les étudiants en gynécologie. Et c'était pour cela que le scénario avait l'air aussi tiré par les cheveux que les cheveux des spectateurs eux-mêmes. Le documentaire nous avait été envoyé par la RDA dans le cadre des échanges culturels entre les deux pays frères, Allemagne et Algérie de l'Est. Mais le film a fait un tabac, il a eu un succès fou. Les hommes, qui avaient été tenus depuis toujours à l'écart de ce mystérieux événement, venaient de partout. Ils descendaient des montagnes, venaient par quarts entiers de tous les villages environnants. La direction du cinéma, au début, pour parer à la forte demande, avait rajouté des séances supplémentaires, puis fini par ne plus projeter que la bobine où il y avait l'accouchement. Le reste du film n'ayant de toute façon aucun intérêt. Et c'est comme cela qu'un film scientifique a rencontré accidentellement un immense public populaire assoiffé de culture. La première fois de ma vie que je suis entré dans un cinéma, j'avais 9 ans. Je n'avais absolument aucune référence. Je réagissais au premier degré. J'ai hurlé la première fois quand j'ai vu foncer sur moi à folle allure la locomotive à vapeur du train qui entrait en gare de la Ciotat. J'ai crié pour prévenir Burt Lancaster que Kirk Douglas allait lui tirer dans le dos. Je me suis caché derrière les sièges quand les avions bombardaient dans les diables du Guadalcanal et j'ai pleuré pendant 3 jours la mort de Spartacus. En maudissant Jules César n'a d'énigme. Les films étaient en français et à l'époque je ne comprenais pas le français. Même quand les acteurs ne parlaient pas, déjà je ne comprenais rien. J'avais débarqué en ville quelques mois auparavant et j'étais loin d'imaginer que tout cela pouvait exister. Je ne savais même pas qu'il y avait d'autres pays et d'autres gens que ceux de mon village. Je me souviens très bien de la première fois de ma vie que j'ai vu des Français. Comme ça, physiquement, j'en avais entendu parler. C'était une mythologie, mais je n'en avais jamais vu. C'était en 1955, quelques mois après le déclenchement de la guerre d'Algérie. J'avais 5 ans. Nous avions entendu dire que des militaires français allaient venir chez nous au village afin de réquisitionner les fusils de chasse et empêcher leurs propriétaires de les remettre aux premiers maquisards, les premiers partisans, les félagas comme on les appelait à l'époque. Nous habitions à hameaux coupés du monde dans les montagnes et chez nous, l'importance d'un village se mesurait au nombre de fusils qu'il détenait. Au dernier recensement, nous étions un village de 20 fusils. En comptant une moyenne de 5 personnes pour une arme, nous devions être en tout et pour tout une centaine d'autochtones. Les autochtones étant, comme vous le savez, ces êtres étranges qui sont originaires du pays qu'ils habitent. Dès que la nouvelle s'est répandue, les propriétaires des armes menacées les enroulèrent dans des couvertures et les enterrèrent dans leur jardin. Dans ma petite tête d'enfant, les Français étaient une entité abstraite et j'étais très impatient de les voir arriver pour voir comment ils sont faits. Comment sont-ils fabriqués, Ebou Gilb? Je n'en dormais plus. Une légende qui courait depuis la nuit des temps disait qu'ils étaient d'une grande beauté, au point que nous utilisions couramment l'expression « Yishvah amoromi » en kabyle, qui veut dire « beau comme un Français ». Mais en même temps, d'après l'imaginaire transmis par ma grand-mère, ma mère et mes tantes, ils n'étaient pas tout à fait humains.
Ainsi, quand je refusais d'aller au lit, ma mère n'évoquait pas le loup pour me faire peur, mais elle me menaçait en me disant « Va te coucher tout de suite, sinon Bichou viendra te manger tout cru ». Dans les 5 secondes qui suivaient, je dormais à point fermé, de peur de me faire dévorer par cet ogre dont les 2 syllabes me terrifiaient. Bichou. Or, dans la transcription phonétique, Bichou voulait dire en français Bugeaud. Le maréchal Bugeaud, l'un des fameux officiers français qui avait conquis, pacifié, comme on dit ici chez vous, le pays, et auquel les autochtones prêtaient un caractère sanguinaire et monstrueux. Je n'en dormais plus. Est-ce que les militaires français qui allaient venir, malgré leur grande beauté, seraient aussi terribles que leurs augustes prédécesseurs? Le jour dit, les adultes les attendaient avec inquiétude et nous, les enfants, avec impatience. Dès l'aube, nous avions surveillé le petit chemin de crête que surplombait notre village. Il neigeait depuis 3 jours. Le soleil, fatigué par le rude hiver, continuait sa lente ascension, essayant de se frayer un chemin parmi les nuages, afin de mettre un petit peu de lumière sur la montagne couverte d'un blanc burnous, d'un blanc manteau, et réchauffer nos chairs meurtries par le grizzly. Ou par le blizzard, je me souviens plus. Je me souviens juste que le mot avait tellement froid qu'il portait 2 Z. Tous les villageois étaient là, les hommes, les femmes, les enfants, les chèvres, les poules, tout le monde attendait les Français. C'était le mois de Ramadan, il faisait très froid, on était mort de faim, on trépignait d'impatience, et en fin de journée, pas l'ombre d'un roumi à l'horizon. Dépités, nous nous apprêtions à quitter le poste d'observation et à aller à la mosquée attendre que le muezzin nous donne l'autorisation de rompre le jeûne, lorsque soudain nous vîmes au loin une longue colonne de petits points noirs semblable à une procession de fourmis. Les voilà! C'est les Français! Ouais, yeah. Ils sont tout petits. Dans la lumière crépusculaire, un chacal lança un jappement lugubre, suivi tout de suite après par d'autres chacals. Par d'autres chacals. Par un autre chacal. Il était tout seul. Le chacal est un animal solitaire. Il traîne jamais avec les autres. Hein. Il est jamais au pluriel. Voilà. Plus la colonne avançait, plus la composition du groupe se précisait. Nos cœurs se mirent à battre à la chamade. Ils étaient à quelques centaines de mètres, et bien que la lumière du jour s'estampât, nous commencions à apercevoir leurs lourds bardas et leurs fusils sur leurs épaules, et ils marchaient lourdement sur la neige. Paniqués, quelques villageois prirent la fuite. Un petit peu plus tard, ils étaient à une centaine de mètres, et plus ils s'approchaient, plus nous étions stupéfaits. Oh! Non! Yeah! Mais c'est pas possible! Ils étaient noirs! Merde! Les Français sont noirs! Il n'y avait que le type qui marchait en tête de colonne, leur chef qui était blanc. Lui, ça devait être un Algérien, hein, c'est sûr. Hein? Et ils s'approchaient, et parvenus sur la petite place du village, une soixantaine de gaillards à la peau couleur d'ébène, transis de froid, soufflant d'énormes nuages de buée, hagards, nous regardaient avec le même étonnement qu'ils pouvaient lire sur nos visages. Juste à ce moment-là, le muezzin lança l'appel à la prière du Maghreb qui indique la rupture du jeûne. Les soldats déposèrent leurs bardas, étendirent leurs manteaux à même la neige et ils se mirent à prier. Ouais, yeah! Et en plus, ils sont musulmans. Tous les gamins du village se mirent à courir dans tous les sens en hurlant l'incroyable nouvelle. Les Français sont noirs! Ils sont noirs et musulmans! Un peu plus tard, j'ai appris que c'était un bataillon de tirailleurs sénégalais.
Et un tout petit peu plus tard, j'ai appris que moi aussi, j'étais français. Aïe! Je suis allé tout de suite me regarder dans un miroir pour voir si j'étais noir. Je passais des heures entières devant la glace à regarder le français qui était moi de l'autre côté. Et au bout d'un certain temps d'observation, j'avais déduit, en fonction du modèle que j'avais en face, que les Français nous ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Alors parfois, je m'amusais à parler à l'autre moi-même de l'autre côté de la glace. Tu répètes me Mohand. Oh, répète je me. Répète ne me, répète je. Oh, répète ne me, répète je, répète ne me. Mais on n'arrivait pas à communiquer parce que je ne comprenais pas ce que je me lui disais. Un jour, je suis allé voir mon père et je lui ai dit « Papa, c'est vrai que moi aussi je suis français ?» Et mon père, d'un air grave, me dit « Oui, mon fils, tu es français jusqu'à nouvel ordre. Et le nouvel ordre est en marche. » Mon père fut le premier propriétaire d'un poste de radio, un engin énorme qu'il avait acheté clandestinement pendant la guerre. Chaque après-midi, après avoir fini ses travaux ménagers, ma mère sortait le poste dans la grande cour de la maison et l'allumait sur la chaîne kabyle qui ne diffusait pratiquement que des chansons et des sketchs à l'époque. Toutes les femmes et les jeunes filles du village avaient rendez-vous chez nous du lundi au vendredi à la même heure et mettaient leurs plus beaux atours comme si elles se rendaient à une fête. Elles apportaient des gâteaux, des beignets, des crêpes, des bouquets de violettes, du basilic et de la menthe sauvage vissés dans leur foulard. Elles s'asseyaient par terre et sur les banquettes en pierre. Ma mère, en parfaite maîtresse de cérémonie, accueillait joyeusement tout ce beau monde, préparait le café et le thé, ôtait le tissu qui recouvrait la radio, tournait le gros bouton de bakélite, et soudain, la cour de la maison se transformait en music-hall. Les femmes hurlaient de rire quand elles entendaient les sketchs, et dès que la musique sortait des haut-parleurs, elles lançaient des youyous stridents, se levaient et dansaient en accompagnant les chants. Les postérieurs prenaient leur liberté. Ils vibraient tellement fort que parfois j'avais l'impression qu'ils allaient se détacher des corps et se mettre à danser tout seuls, en autonome. Les seins des jeunes filles voltaient comme des pigeons voyageurs. Et ceux, plus abondants des femmes, se balançaient comme des coloquintes pleines. À côté de ça, les danseuses de Tahiti, c'était du yaourt. Elles pouvaient aller se rhabiller. Ça produisait une énergie extraordinaire. Mon père avait acheté cette radio pour écouter les informations et avait interdit formellement qu'on y touche. C'était un fidèle de l'émission « Les Arabes parlent aux Arabes » que la résistance algérienne diffusait à partir de Londres. À partir du Caire, pardon. J'avais oublié que l'histoire venait de subir un glissement géographique. Tous les matins, après le départ de mon père, j'allumais en cachette la radio et tournais le bouton de recherche des stations dans un sens puis dans l'autre, balayant inlassablement la gamme des fréquences. Bratislava, Budapest, Praha, Ulaanbaatar, Pékin, Moscou. J'adorais toutes ces langues bizarres que je ne comprenais pas. Et le bruitage mystérieux, notamment le sifflement sidéral que le passage d'une station à l'autre provoquait. Parfois, je m'arrêtais sur des chants terribles qui me faisaient peur. J'ai appris plus tard qu'on appelait ça l'opéra.
ويا فافا. Mon père travaillait en ville et revenait tous les vendredis soirs passer le week-end avec nous. Un jour, comme ça, sans prévenir, on ne sait pas pourquoi, il est revenu un jeudi. La radio hurlait. Les femmes dansaient dans un état second. Dès que mon père fit son entrée, la stupeur a figé l'assemblée des femmes. Les postérieurs se sont immobilisés. Les pigeons voyageurs sont restés en plein vol. Et les coloquintes ont viré au lait caillé. Mon père traversa froidement l'assemblée des femmes en ayant un regard particulier sur ma mère. Arjou kan khmini, lui dit-il en breton algérien. Il remit la radio sur les Arabes parlent aux Arabes et le silence, comme une chape de plomb, a figé les derniers youyous. Ma mère, quelques mois plus tard, nous avons quitté la montagne et nous sommes allés nous installer dans la banlieue d'Alger, où mon père m'avait inscrit dans un établissement scolaire construit spécialement pour les petits indigènes et qui s'appelait École des Mimosas. Durant les 3 premières semaines, la maîtresse me marqua tous les jours absent parce que je ne levais jamais le doigt quand elle faisait l'appel. Je ne connaissais pas mon nom patronymique. Mon nom patronymique faisait partie de ceux qui avaient été attribués de façon arbitraire à nos grands-parents à la fin du 19e siècle par l'administration coloniale. Comme elle n'arrivait jamais à se retrouver avec notre système d'appellation, ils nous ont donné de nouveaux noms pour mieux nous repérer. Dans le système traditionnel, nous possédions tous des chapelets de prénoms qui se suivent. Mohamed, Ben Ali, Ben Saïd, Ben Mohamed, Ben Saïd, Ben Ramadan, Ben Farid, Ben Abdelhamid, Ben Salim, Ben Ahmed, Ben Ramadan. Une fois que le même prénom revenait 2-3 fois dans la liste, les fonctionnaires français étaient saisis de vertige. Ils ne savaient jamais qui était qui et qui est le fils de qui. Et dès qu'ils changeaient de village, ils trouvaient exactement les mêmes noms, mais dans d'autres sens. Voici, d'après des témoignages, comment se passaient ces séances d'attribution de nouveaux noms. Il y avait l'administration coloniale, son secrétaire, et les chefs de famille passaient les uns derrière les autres. L'administrateur faisait son enquête pour trouver des noms. C'est quoi ton nom? Mohamed Ben Ali Ben Mohamed Ben Mouloud Ben Tayyib Ben Ramadan Ben Saïd Ben Ahmed Ben Mohamed. Non, je te demande ton nom à toi. Ton nom à toi tout seul, c'est lequel? C'est pas le nom de ta tribu, hein? Tu es venu tout seul, non? Il y a personne derrière toi, je crois, non? Alors, s'il te plaît, donne-moi ton petit nom à toi. Mohamed. Mohamed. Secrétaire, inscrivez Mohamed. Et ton père? Ali. Ali. Ton grand-père? Mohamed. Mohamed. Donc, si j'ai bien compris la logique, ton arrière-grand-père s'appelle Mohamed, ton grand-père s'appelle Mohamed, toi, tu t'appelles Mohamed. Alors là, il y a un problème. C'est les noms du prophète, monsieur. Pardon? Qui profite? Moi, je profite? Non, pas toi les prophètes. Hacha, non. Ah non. Les prophètes, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toi, les prophètes, dis-toi, c'est l'autre là, comment il s'appelait, celui qui a les cheveux ici, là, comment il s'appelait? Comment t'es appelé, toi? Maurice. C'est ça, c'est les prophètes Maurice, toi. Et nous, c'est Mohamed. Attends, je vais t'expliquer tout de suite la situation. Comme ça, tu vas comprendre pourquoi qu'il s'appelait toujours Mohamed. Chez nous, les musulmans, quand il y en a un garçon, qui est né, toujours, les garçons qui est né les premiers, on lui donnait. T'es sûr que tu comprenais bien les Français, toi?
Tu me regardais comme ça. T'es sûr que t'as été à l'école? Attends, je vais parler doucement. Je vais parler doucement, comme ça les mots ils viennent pas vite, comme ça les comprenez tout. Chez nous, les musulmans, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quand il y en a un garçon qui lit après le parti. Oh! Il est parti au travail. Toujours, lui donner les noms de Mohammed par le respect qu'il faut qu'il ait donné pour les prophètes. Tu en as les comprendre maintenant? Oui, je crois avoir compris Mohammed. Par respect pour le prophète, vous donnez le nom de Mohammed au premier garçon qui naît dans la famille. C'est ça. Donc toi, tu es le premier. C'est ça. Et tu t'appelles Mohammed, Ben Ali, Ben Mohammed, Ben, etc. Pas Ben Sitira, Ben Mohammed. Qu'est-ce qui vient foutre les Ben Sitira là-dedans là? Mohammed, etc. est une locution latine qui veut dire... Bon, j'ai rien dit, on oublie. Dis-moi, le maréchal Ferrand, comment ça se fait qu'il porte exactement le même nom que toi? Et si les frères, dis-moi, monsieur, comment ça c'est le frère de toi? Tu viens de me dire que c'est le premier garçon à qui on donne le nom de Mohamed, et lui aussi s'appelle Mohamed. Alors, attends, je vais t'expliquer. Moi, j'ai m'appelé Mohamed parce que je suis né les premiers d'écouter des pères. Louis, c'est mon frère, s'appelait Mohamed parce qu'il est né premier d'écouter de sa mère. Et donc de ta mère. Non, de sa mère à Louis, chacun sa mère alors. Qu'est-ce qu'ici? Et j'ai encore 4 autres frères qui s'appelaient Mohamed parce que mon père, il a posé 9 femmes. Oh putain! Ah, t'es pas ça, hein? C'est pas des pétanes, hein? ولا عرضوك نحلك يمك انا حرق ديال يمك ما عنديش البال ولا عرضوك نحلك امك انا هنا دي بيتا Mohamed, putain, est une... Dis-moi, le marchand de Bourrico, tu sais, celui qui vend des ânes là-haut, sous le grand eucalyptus, le jeudi matin, tu sais, le jour du marché, c'est un de tes frères? Non. Comment ça, non? Eh non, c'est pas mon frère. Eh, c'est pas obligé, hein. Et comment ça se fait alors que lui aussi s'appelle Mohamed, Ben Ali, Ben Mohamed, Ben Mouloud? Attends. Louis, c'est un Mohamed Ben Ali Ben Mohamed de la tribu de Ben Mouloud. Et moi, je suis Mohamed Ben Ali Ben Mohamed de la tribu de Ben Mouloud. Mais c'est exactement la même chose. Ah non, c'est pas la même chose. Moi, je suis un Mohamed Ben Ali Ben Mohamed de la tribu de Ben Mouloud d'en haut. Et Louis de Ben Mouloud d'en bas. Alors, qu'est-ce qu'ici? Oh putain, oh excuse-moi. Donc, pour savoir qui était qui, l'administration coloniale avait divisé les tribus en familles, ils ont désigné des chefs, ils les convoquaient devant les mairies ou les bureaux improvisés à cet effet. L'opération avait duré des mois et des mois. Au début, les fonctionnaires français faisaient des efforts pour essayer de trouver des noms qui correspondaient plus ou moins à l'histoire de chaque famille. Mais au bout d'un moment, comme les gens ne parlaient pas la langue, ils ne comprenaient pas ce qu'on leur disait, les fonctionnaires, pour faire vite, ont commencé à bâcler. Tu viens de quelle tribu? Kistidi? Allez, c'est bon, tu t'appelleras Kistidi. On s'en fout. Ton petit nom, c'est quoi? Slimane. À partir d'aujourd'hui, tu seras Kistidi Slimane. D'accord? Et si quelqu'un te dit Kistidi Slimane, tu dis rien. Allez, au suivant. Et c'est comme ça qu'il y eut la famille Poussipa. Il y a eu la famille Chacun sa tour, s'il vous plaît.
Il y a la famille Tidikoun. La famille Merde alors. Et il y a la célèbre famille Kiskifichou. Ainsi qu'un tas d'autres noms que je n'oserais pas répéter ici devant vous et qui ont été tous changés au lendemain de l'indépendance. Alors ces nouveaux noms, au départ, étaient utilisés surtout pour les démarches administratives dans l'administration coloniale. Mais nos grands-parents, entre eux dans la tribu, continuaient à utiliser le système d'appellation traditionnel. Et c'était pour cela que moi, je ne réagissais pas du tout lorsque la maîtresse m'appelait par mon nom patronymique que je ne connaissais pas. Mais un jour, en traversant les rangs, elle s'était arrêtée devant moi, s'était penchée et avait lu le nom inscrit sur l'étiquette qu'on m'avait cousu sur le tablier d'écolier qu'on m'avait donné. Et là, elle s'est mise à hurler, à me parler dans sa langue que je ne comprenais pas. Puis soudain, elle me prit par le col de la chemise et entraînait chez le directeur qui, à son tour, m'avait passé un savon de Marseille sans que je susse là non plus de quoi il retournasse. Un jour, la maîtresse prit l'énorme vase rempli de mimosas posé sur son bureau, s'avança vers moi et me le tendit en me débitant des mots dans sa langue que je ne comprenais toujours pas. Derrière moi, des élèves chuchotaient. Ils parlaient dans mon dos, probablement pour me faire comprendre ce qu'elle me voulait. Mais ils parlaient arabe, qui m'était aussi inconnu que le français, puisqu'à l'époque, je ne parlais que le kabyle. Et encore, hein. J'étais tellement timide, la seule langue que je maîtrisais vraiment bien, c'était le silence. Et j'étais là, avec mon truc, devant elle, essayant de décoder dans le ton de sa voix, ses gestes et son regard, ce qu'elle voulait que je fasse avec ça. J'essayais de déduire. Premièrement, si elle m'avait donné ce vase, c'était pour en faire un usage particulier. De son index, elle me montrait la porte. Il fallait donc que je sorte. Ce que je fis. Une fois dehors, je restais debout comme un idiot, au milieu de l'immense cour de récréation, accroché à mon vase, sans trop savoir que faire, lorsque soudain, sous le préau, j'ai vu des lavabos, et j'avais déduit qu'il devait y avoir une histoire d'eau là-dessous. Il y a de l'eau dans les lavabos, il y a de l'eau dans le vase, il doit donc y avoir un rapport de cause à effet. Enfin, j'ai pas dit ça comme ça à l'époque, hein. À l'époque, je l'ai dit en kabyle. Il doit donc y avoir un rapport de cause à effet, hein. Mais que me voulait-elle exactement? Dans la cour, il y avait une animation inhabituelle. Des ouvriers accrochaient des haut-parleurs au mur, d'autres étendaient des drapeaux, des fanions et des guirlandes de lumière d'un bâtiment à l'autre. Comme je n'arrivais pas à savoir, je suis allé me cacher dans les cabinets afin de réfléchir au problème à l'abri des regards. Voulait-elle tout simplement que je change l'eau des fleurs? Voulait-elle que j'allasse jeter les mimosas, en cueillir de neufs dans le jardin et les rapporter après avoir changé l'eau? Jeter les fleurs, l'eau, rincer le vase et le rapporter vide ou plein afin qu'elle mette elle-même des fleurs neuves. Jeter l'eau, le vase et revenir avec les fleurs. Tout jeter et revenir les mains vides. Quitter définitivement l'école. Partir sur les routes avec les mimosas et laisser le vase regagner la classe tout seul. Alors, هدني يمك ما صندوق ذو على وحدك تروحين. سالو بري دي فاز. هدني يمك. مثل الحرام. À cause de toi, les problèmes politiques. يا الفاز تاع الخرا. les mimosas هدني يمك ولا شيء. Elle voulait peut-être que je les donne au directeur. Moi, à la maîtresse de la classe voisine, à la concierge, au gardien. Elle me les avait peut-être offerts, afin de me demander pardon d'avoir été trop dur avec moi depuis le début. En fait, peut-être que quand elle me parlait, elle ne m'engueulait pas du tout. Elle voulait peut-être juste me dire « Va, mon petit garçon, va, prends le chemin qui mène chez tes parents et donne-leur de ma part ce magnifique bouquet et dis-leur que je t'aime beaucoup, ya wahed el beau gosse. » De toute façon, je n'avais pas l'éternité devant moi pour trouver une solution et j'ai opté pour celle qui me semblait la plus logique. Jeter les fleurs, l'eau, le vase et rentrer chez moi.
Je suis monté sur la cuvette, regardé dehors si la voie était libre. Dans la cour, il y avait personne. J'allais descendre, mais j'ai vu un autre enfant sortir avec un vase rempli de mimosas, traverser la cour, regarder à droite et à gauche en se grattant la chachia. Durant un bref instant, j'ai cru que c'était moi qui étais là-bas. Puis d'une autre classe, un autre élève fait la même chose. Puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis deux autres, trois autres. Des dizaines et des dizaines de gamins déambulaient dans l'immense cour de récréation avec des vases remplis de fleurs et la tête pleine de points d'interrogation. Ils étaient aussi paniqués que moi tout à l'heure. J'ai sorti la main par-dessus la porte et je leur fis signe. « Venez! Venez réfléchir ici !» Ils s'engouffrèrent à l'intérieur des cabinets et nous nous mîmes à réfléchir ensemble. Jeter les fleurs, rincer le vase et le rapporter vide. Manger les fleurs, pisser dans le vase, tirer la chasse. Et la nuit qui tombait. La nuit tombait très tôt, c'était l'hiver, et nous faisions des kilomètres et des kilomètres tous les matins pour aller à l'école, et pas question qu'on rentre chez nous dans la nuit noire, en traversant des vallons et des rivières. On ne sait jamais, il y a peut-être quelque part par là un bitchouh qui nous attend, et qui va nous manger tout cru. Alors, d'un commun accord, nous décidâmes de passer la nuit là, dans les cabinets, et serrés les uns contre les autres, nous passâmes la nuit là jusqu'au matin, où nous fûmes soudain réveillés par de la musique martiale. Dans la cour, il y avait la clique et la chorale municipale qui répétait une chanson. Des gendarmes, des policiers déambulaient d'un coin à l'autre de l'école. Des centaines de gamins impeccables avec des chachias étaient rangés. Devant la porte, le directeur de l'école, les agents d'administration, les maîtres en costume, les maîtresses en tailleur attendaient solennellement. Une délégation guidée par un gros monsieur avec un drapeau multicolore en bandoulière fit irruption dans la cour. À l'extérieur, on entendait un concert de sirènes. Ta 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 ta. La foule dehors scandait Algérie française, Algérie. On était glacés de peur. Quelques minutes après, des motards en ciré firent irruption et formèrent une haie de protection dans la cour, suivis tout de suite après par des parachutistes en lunettes armés jusqu'aux dents. Ils escortaient une longue file de voitures devant laquelle trônait une DS-19 décapotable. Dans la DS-19, un homme était debout. Le plus grand homme que j'ai vu de ma vie. La délégation fit une visite de l'école, puis le grand homme se mit à parler dans un micro, et à chaque fois qu'il disait les mots « l'Algérie »,« la France », ça faisait vibrer les haut-parleurs, trembler nos rotules et applaudir la foule. Un quart d'heure plus tard, un groupe d'hommes était venu vers nous, probablement pour se soulager, et nous trouvèrent là, cachés dans les gogues. Pensant que ces dizaines de gamins en mimosa étaient une attraction organisée par la direction de l'école, ils nous ont fait défiler devant tout le monde. Et ils nous ont présenté au grand homme qui s'appelait Monsieur Digoul. Son prénom, c'était Djinniran. Djinniran Digoul est venu vers nous. Comme j'étais au milieu de tous les enfants, il s'est avancé vers moi. Et il avait posé sa main en signe d'affection sur ma chachia. Au début, je pensais qu'il allait me la piquer. Surtout qu'il n'en avait pas une, lui. Puis, il s'est penché vers moi. Il était tellement grand, il a mis 3 minutes pour arriver. Pendant 3 minutes, j'ai vu zoomer vers moi son long nez, et puis son nez est allé dans les fleurs, et juste au moment où il a senti, il eut un recul subit, et en se tournant vers les autres, il dit cette phrase qui allait devenir très célèbre par la suite. « Oh, 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 ils ne sentent pas la rose, c'est mimosa !» Un homme fit signe à l'orchestre de jouer, tout le monde se mit à chanter, et nous aussi. Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, les donnants sont lancés. Min nazilat il-mahiqat, wa dima'i zakiyat. Allons enfants de la paix. Deux ans plus tard,
Nous avons quitté la banlieue d'Alger et nous sommes allés nous installer à Tizi Ouzou, en Kabylie, dans un appartement que mon père avait trouvé dans une cité nouvellement construite et dans laquelle cohabitaient deux groupes ethniques majoritaires, les Algériens français et les Algériens algériens. Jusqu'à l'indépendance, les Européens d'Algérie se considéraient comme les seuls vrais habitants du pays. Pour eux, nous, au plan administratif, nous étions des indigènes, au plan géographique des autochtones, au plan racial des arabes, au plan ethnique des berbères, au plan religieux des musulmans et au plan botanique des melons. Ne voyant pas le rapport qu'on pouvait avoir avec cette cucurbitacée, je m'étais demandé un jour pourquoi les colons nous appelaient comme ça, et je suis allé consulter le dictionnaire, et un melon, j'ai trouvé plante annuelle rampante, cultivée pour ses fruits, aimant la chaleur et la lumière. Et j'étais très fier d'être un melon. Sur le chemin de l'école, les élèves de la cité étaient divisés en deux groupes bien distincts, séparés par une dizaine de mètres environ. Deux mondes opposés qui se chamaillaient, se provoquaient. Quand on jouait au football, ce n'était jamais l'équipe du bâtiment C contre le bâtiment B, ce n'était jamais l'équipe de la cité des Oliviers contre celle des Eucalyptus, c'était toujours les Français contre les Arabes, les chrétiens contre les musulmans ou les Blancs contre les Bronzés. Et les matchs de foot se jouaient toujours avec les règles du rugby. Le ballon était facultatif, hein. Quand on jouait au cow-boy, c'était toujours les Arabes qui faisaient les Indiens. Comme si c'était dans la nature des choses. Remarque, c'est normal, hein. Comme nous, on était moins nombreux, puis leurs parents, à eux, étaient plus aisés financièrement. Ils leur achetaient toute la panoplie de cow-boys. Ils avaient les pistolets, la tenue de Davy Crockett, les bottes, l'étoile, ils avaient le chapeau. Et nous, on n'avait que le slip. Et la peau rouge. Et quand on voulait jouer aux Indiens, on attendait qu'une poule passe par là. Et dès qu'une poule passe, 10 secondes après, elle est à poil et il y a 120 Indiens. Et quand on jouait, on courait autour de la cité, les uns derrière les autres, en hurlant et en se tirant dessus, comme si chaque bâtiment était un tipi d'Indien ou un chariot de colons américains. Oh les mains, you, 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 you. Et quand, du haut des balcons, nos mamans qui parfois assistaient au jeu lançaient des youyous pour nous encourager, les petits cow-boys français fuyaient en criant « Voilà les Apaches qui arrivent! Fuyons !» Et nous, dès qu'on voyait les camions de militaires français, « Ay al-Khawal, Harba, Tharoula, il y a la cavalerie qui arrive !» Et quand nous jouions aux gendarmes, qui c'est qui faisait les voleurs? Remarque, c'est normal, hein? Eux, ils n'avaient rien à nous prendre, hein? Nous, on n'avait que les slips. Hey Philippe, tu veux mon slip? Allez, tiens. Ah, Mohamed, tu es con. On a dit qu'on jouait pas au slip. En plus, c'est pas un slip, ton truc, c'est un alien, Adena. Il est empoisonné, ton truc. Je vais attraper la lèpre avec ça, moi. Tu es con, Mohamed. Nal Waldik. Nadine Babek. Nadine Omouk. La télévision venait d'arriver dans le pays. Elle était entrée dans quelques foyers d'Européens, mais pas encore dans les nôtres. Mais il y avait Monsieur Zeytoun, Monsieur Joseph Zeytoun. Il habitait à côté de chez nous. Il avait un grand magasin, Zeytoun Électronique. Il vendait des télévisions et des radios. Pendant les week-ends, les jours fériés et les vacances, Monsieur Zeytoun laissait dans sa vitrine un grand poste de télévision allumé, rien que pour nous, et il descendait l'éteindre à la fin des programmes. Après le dîner, avec les copains, on allait s'allonger sur les gazons. Et à travers la vitrine de la boutique, on regardait la télé. Lorsqu'il y avait des retransmissions de matchs de foot, il y avait parfois jusqu'à 300 personnes qui se bousculaient sur l'herbe. Mais quand il y avait par exemple Andromaque de Racine, il n'y avait personne. Hein. Même les acteurs, ils venaient pas. Monsieur Zeytoun habitait juste au-dessus de sa boutique, au premier étage, et parfois on l'interpellait d'en bas. Monsieur Zeytoun! Monsieur Zeytoun! Qu'est-ce qu'il y a, les enfants? Vous pouvez pas augmenter un peu le son, s'il vous plaît? J'arrive! Et Monsieur Zeytoun en pyjama
descendait l'escalier en colimaçon, se dirigeait vers le poste, se penchait dessus. « Ça va comme ça, les enfants? Encore un peu, monsieur Zetoun, encore un peu? C'est bon. Merci, monsieur Zetoun. » Il remontait chez lui, et quelques secondes après, « Monsieur Zetoun! Monsieur Joseph! Qu'est-ce qu'il y a? L'image, elle est brouillée. D'accord, je vais arranger ça, les enfants. Je monte à la terrasse. Merci, monsieur Zetoun. Monsieur Zetoun, qu'est-ce qu'il y a encore? Eh, faites vite. » Une fois là-haut, monsieur Zetoun tournait l'antenne dans tous les sens. « Ça va comme ça, les enfants? Un peu à droite, monsieur Zetoun, un peu à droite. Comme ça? Qu'est-ce que vous voyez sur l'écran, les enfants? Il y a du couscous, monsieur Zetoun. Et là, maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Il y a des traits, monsieur Zetoun. Et comment ils sont, les traits, monsieur, les enfants? Ils sont obliques ou horizontaux? Quoi? Eh, on n'est pas à l'école, hein? Et ils sont comme ci ou comme ça? Ils sont comme ça. Et là, maintenant, à droite, monsieur Zetoun, à gauche. Bougez plus, monsieur Zetoun. Ouais, yeah. Sylvana Mangano. Ouais, monsieur Zetoun. Non, non, surtout bougez pas. Sylvana Mangano dans le film Ria Mère. Elle plante du riz dans une rizière. Son chemisier et son short mouillé lui collent à la peau. On a arraché tout le gazon. Des fois même, il y avait une taupe accrochée à la racine. Ce jour-là, notre sexualité s'est brutalement révélée. En quelques secondes, comme un volcan en éruption, elle est passée du stade de l'inconscient au stade olympique de la conscience. À cause de Sylvana Mangano. Pour les générations d'aujourd'hui qui ne la connaîtraient pas, c'est un peu le mixte entre Monica Bellucci, Laetitia Casta et Zoubida l'hélicoptère. Depuis qu'elle était passée sur la télévision de M. Zetoun, c'était fini de notre tranquillité. La libido bouleversante et désespérée de dizaines de gamins allait déferler sauvagement sur la cité. On miaulait dans toutes les entrées d'immeubles et sous les balcons. On descendait les gouttières. Merde, c'est ma sœur. Rentre à la maisonnade, Dina. Il n'y a que des chats dans la rue. Là. Ils vont te griffer. Ah, Shimzara. Le lendemain même, je suis tombé follement amoureux de Jeannette, la fille de notre voisin pied noir que tout le monde dans la cité appelait Monsieur Charlot, tellement il était gentil. Jeannette et moi, on jouait souvent ensemble. Elle jouait très très bien au football. Mais depuis ce jour, je ne voyais plus qu'elle. Le ballon me passait par-dessus la tête. Mais attrape le ballon, Mohamed, qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu es devenu fou, quoi. Et dès que les autres chats du quartier voulaient venir jouer avec nous, nous jouions aussi
à qui écraserait le maximum de fourmis. Les rouges représentaient les Français et les noirs les Arabes. On passait des heures entières dans les jardins à les écraser sur l'herbe et à la fin du jeu, on comptait les cadavres de fourmis et l'équipe qui avait perdu devait crier « Vive l'Algérie française » ou « Vive l'Algérie algérienne » selon le cas, ce qui était considéré comme l'humiliation suprême. Un jour, j'ai sauvé une grande fourmi rouge du massacre, l'a mis dans une petite boîte et décidé de l'appeler Jeannette. J'avais appris par cœur des morceaux entiers de dialogues de mes films d'amour préférés et les lui répétais en secret. Je lui disais tout ce que je n'osais jamais avouer à l'autre Jeannette. Et dès que je me sentais à l'aise, je me laissais aller à l'improvisation. Oh, Jeannette, ma petite fourmi rouge, je t'aime jusqu'au pluriel du singulier de l'adjectif qualificatif. Eh oui, c'était un mot que j'ai appris à l'école le matin, on l'a étudié, il fallait l'utiliser tout de suite, hein, sinon après ça s'en va, on l'oublie. Puis c'est un film compliqué. À l'époque, on allait très très souvent au cirque avec l'école. Les maîtres et les maîtresses nous emmenaient, on était des milliers d'élèves à traverser la ville et on allait sous les chapiteaux. Jeannette et moi, on se débrouillait toujours pour être à côte et la main dans la main. On traversait les rues et les avenues et c'était les plus beaux jours de ma vie. J'aurais aimé que cela dure éternellement. C'était la grande époque des Bouglione, des Pinder, mais moi, mon préféré, c'était le cirque Amar, à cause de la sonorité du nom, plus facile à retenir. Dans la culture maghrébine ancienne, un grand nombre de contes commencent par du temps où les animaux parlaient. À force d'entendre cela, j'ai pensé à un moment donné qu'il y avait une époque pendant laquelle les animaux parlaient, bavardaient, philosophaient. Dès que le cirque était en ville, j'adorais aller traîner du côté de la ménagerie. Un après-midi, un chameau s'était tourné vers moi et me dit... Comment t'appelles-tu, petit? Je m'appelle Mohamed. Et vous? Moi, mon nom, c'est Miloud. Alors, vous parlez vraiment? Bien évidemment que je parle, mon garçon. Tu ne me reconnais pas? Non. Je suis désolé, vous les chameaux, vous vous ressemblez tellement. Je suis un dromadaire, mon garçon, pas un chameau. C'est drôle, depuis que les hommes parlent, ils ne cessent de nous confondre avec nos cousins. Mais laissons tomber cela, ça n'a aucune importance. Et parlons de choses plus sérieuses. Est-ce que tu as déjà vu l'Atlantide? C'est quoi ça? C'est un très grand film. Comment vous savez ça, vous? Un dromadaire, ça ne rentre pas dans un cinéma, il me semble. Sache, mon petit garçon, que le modeste dromadaire qui en ce moment même te parle en toute humilité était autrefois un grand acteur. Oh, vous? Parfaitement. Je suis le premier acteur algérien de l'histoire du cinéma. J'ai joué avec Rudolph Valentino, Marlène Dietrich, Jean Gabin, Gary Cooper. J'ai joué avec Omar Sharif, Pierre Blanchard, Rému, Fernandel. Ça t'embouche un coin, ça? Je me souviens très très bien de la première fois où j'ai fait un film. C'était en 1921, avec Jacques Feder pour le film L'Atlantide, précisément. J'étais mort de trac, j'étais jeune, j'en tremblais de peur. Mais en dépit de ma maladresse, le grand metteur en scène Jacques Feder avait senti que j'avais la bosse du cinéma. Et qu'est-ce que vous faites là, alors, dans ce cirque? Je suis trop vieux maintenant, et le cinéma ne veut plus de moi. Et j'ai fini comme une vulgaire attraction dans ce cirque. Au début, on m'exploitait énormément, mais maintenant, on m'embête plus. Un petit tour de piste, la parade en ville, quelques sourires, et l'affaire est dans le sac. Comme dirait mon ami, le crocodile zaïrois. Excuse-moi le jeu de mots, c'est un private joke. Un quoi? Oh, tu entends la musique? C'est ma musique, c'est mon numéro. Il va falloir que j'y aille, mon petit. Et quand faut y aller, faut y aller. Passe me voir quand tu veux. Je te raconterai des anecdotes extraordinaires. Je te parlerai des acteurs et des actrices, des réalisateurs et des régisseurs. Je te raconterai l'histoire du cinéma. Et je te donnerai des leçons de pro, si jamais un jour l'idée saugrenue ou merveilleuse de devenir acteur te traversait la tête.
Ciao, bello. Ciao, ciao. Le 5 juillet 1962, l'Algérie devenait indépendante. Quelques jours plus tard, pour faire de moi un futur révolutionnaire, mon père me prit par la main et m'entraîna vers la grande place de la ville pour écouter le premier discours du premier président du pays. Il y avait là des centaines et des centaines de milliers de femmes et d'hommes qui buvaient goulûment les paroles du grand Raïs. Soudain, vers le milieu de son discours, le président, excité, en colère, se mit à marteler fortement du poing sur la table en hurlant « Nous sommes arabes, arabes, arabes ». Mon père, ému, la larme à l'œil, se pencha vers moi et me dit « Tu vois, mon fils, je t'avais dit que c'était provisoire ». C'est fini, tu n'es plus français, maintenant tu es arabe, arabe, arabe. Je ne sais pas pourquoi, mais soudain, j'ai eu très peur. Peur d'être 3 fois la même chose. Le lendemain de la proclamation de l'indépendance, sous les décibels assourdissants des chants patriotiques et des hymnes à la liberté retrouvée diffusés par les haut-parleurs accrochés aux arbres et aux poteaux électriques de la ville, la famille de Jeannette entassait quelques meubles dérisoires à l'arrière d'une camionnette et partait prendre le bateau à Alger. Jeannette ne comprenait pas pourquoi elle devait soudain s'en aller vers nulle part, et moi non plus. Elle était assise sur une commode ancestrale à l'arrière de la camionnette. J'étais debout, au milieu de la rue. Je la regardais s'éloigner. Elle me fit de petits signes timides de la main jusqu'à ce que le camion de Charlot disparut à l'horizon. Dans les jours qui suivirent, j'ai vu partir Maurice le charcutier, Benatia le tailleur, Bougui le concierge, Jeanne ma maîtresse d'école, Raymond le boxeur, Ménodo le goal de l'Olympique sportive, puis tous les copains cow-boys et toutes les fourmis rouges par processions entières. Dans la cité, il ne restait plus que des fourmis noires avec des slips archéologiques. Ça y est, maintenant, on va jouer les Indiens contre les Indiens. Quelques mois plus tard, le cirque Hamar était repassé pour la dernière fois dans le pays et j'ai revu Miloud. Après quelques jours d'exhibition, le cirque était reparti et avait abandonné sur place le vieux dromadaire. Il tournait en rond à l'emplacement de la piste, seul acteur d'un numéro sans spectateur. Je suis allé le voir. « Alors, Miloud, c'est fini la colonisation. Tu es un animal libre maintenant. Enfin, tu pourras faire ton cinéma. Enfin, tu seras une star. Tout le monde va applaudir et reconnaître ton talent. Tu seras le plus grand et le plus célèbre des dromadaires. » C'est moi, Miloud, Mohamed. Tu ne me reconnais pas? Il s'était arrêté de tourner, me fixait d'un air bête en reniflant mes vêtements, puis, sans plus me prêter attention, il reprit son tour de piste imaginaire et j'ai compris qu'il avait cessé de parler. C'était le jour de mes 12 ans qui coïncidait précisément avec le début de l'indépendance. Ce jour-là, comme pour la plupart des hommes, mon enfance venait de prendre fin. Je savais maintenant que les animaux ne parleraient plus jamais. Après des jours et des nuits passés dehors, avec la foule en liesse à fêter l'indépendance, mon père exténué revint à la maison et alluma la radio sur « Les Arabes parlent aux Arabes ». Mais la résistance ne diffusait plus, c'était terminé, il n'y avait plus lieu d'être, et à l'emplacement de son émission préférée, il eut la surprise d'entendre un flot musical énorme sortir et envahir toute la maisonnée. Instantanément, les femmes se mirent à danser.
Mon père retraversa l'Assemblée des femmes, mais en esquissant cette fois-ci un léger sourire, c'est-à-dire que sa moustache a bougé d'1 millimètre, ce qui était déjà révolutionnaire. Et il est reparti dehors rejoindre ses copains. En ressortant, on avait l'impression de voir un léger frémissement secouer son postérieur. Ma mère, qui le regardait partir, lui a dit « Mais lâche-toi un peu, oh. Arrête de te retenir. Tu as lutté pour l'indépendance. Alors, qu'est-ce qu'il te faut de plus ?» Eh ben, mon ami, si c'est des gens comme toi qui vont gérer l'indépendance, elle va être bien constipée, hein. Allez les filles, avant qu'il soit trop tard, qu'on s'amuse, musique et qu'on danse. 30 ans après l'indépendance, la valise. Comme des milliers d'autres, j'ai fait ma valise et je me suis retrouvé en France pour refaire ma vie à zéro et repartir sur des bases plus solides. Un jour, j'étais aux Acédiques comme tous les jours. Et qui c'est que je vois devant moi? Incroyable mais vrai, qui était là face à moi? Devinez. Jeannette. Jeannette, ma petite fourmi rouge, c'est toi? Elle m'avait pas reconnu. Mohamed, Tizi Ouzou, les fourmis rouges, Monsieur Zeytoun. Mohamed, oh c'est pas vrai, c'est toi? Et elle a fondu en larmes. On est comme ça nous, hein. Dès que l'occasion se présente, on lâche les rivières. Mohamed, oh c'est la plus belle surprise de ma vie. Oh c'est magnifique, c'est extraordinaire. Moi qui rêvais tant depuis toujours, revoir mes amis d'enfance avant de mourir. Oh sais-tu Mohamed, je vais te faire un aveu, une confidence. Je ne me suis jamais sentie aussi algérienne que depuis que je suis en France. Et nous, Jeannette, c'est le contraire. Alors, raconte, comment va le pays? Comment va Tizi? Ça va très bien. Il ne manque que vous, là-bas. Mais il paraît que ça a beaucoup changé maintenant. On dit qu'il y a beaucoup de problèmes là-bas maintenant. Non. Non, non, ça va. Non, non, alhamdoulilah, ça va très bien. Ça va. Non, ça va. Non, tu sais, les gens économes, ça va. Ça, c'est la classe. Ça va bien, bien, ça va. On a tout. On a... Enfin, on n'a pas le détail, mais on a le général. Et puis, Jeannette, il y a le soleil de là-bas, le plus grand soleil du monde. Qui mieux que toi le connaît, hein? Qu'est-ce qu'il y a de mieux en France? Qu'y a-t-il de plus en France? Allez, prenons au hasard. Les 35 heures. Les 35 heures chez nous en Algérie, Jeannette, on les fait dans l'année, nous. Sauf quand on fait des heures supplémentaires en allant faire la queue devant le consulat de France pour avoir les visas. Justement, Mohamed, il paraît que tout le monde veut quitter le pays et veut venir s'installer en France. Mais c'est pour vous voir, Jeannette. Pour vous rendre visite. C'est la famille maintenant, quand même, Jeannette. On va pas vous laisser traîner tout seul dans la nature de la France, tout seul comme ça. Quand même, Jeannette, qu'est-ce que vous allez penser de nous si on venait pas vous voir, hein? Nous, on n'est pas des ingrats, Jeannette. Quand on aime, on aime. On vous aime sans pitié. Jusqu'à ce que vous lâchiez le morceau. Tu sais, Jeannette, maintenant, on va tous venir en France. On va tous s'installer ici. Comme ça, on va plus vous manquer. On va venir se faire coloniser à domicile. Ça n'a pas marché la première fois. On vous donne une seconde chance, hein? Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Jeannette? Ça va être formidable, non? Imagine. On va vous doper à l'affection, Yazdek. Imagine. 30 millions d'amis. Hein? Eh ben oui, c'est bien sûr, Jeannette. Alors,
Ah oui. Mais dis-moi, Jeannette, toi, ça fait plus de 30 ans que tu es venue et jamais tu n'es reparti là-bas, même pas une seule fois, même pas en pèlerinage. Mais c'est ton pays, là-bas, je veux dire, c'est le pays de tes ancêtres. Tu es né là-bas, non? Justement, Mohamed, à ce propos, tu crois vraiment qu'on peut y retourner là-bas, nous? Évidemment. Mais bien sûr que vous pouvez y retourner, Jeannette. Enfin, pas tout de suite, hein. Et il vaut mieux attendre encore un peu. Après les élections. Quelles élections? Je ne sais pas. Après les élections. Pas celles-là, les autres. De toute façon, c'est simple, Jeannette, hein. Vous attendez d'abord qu'on retourne, nous, là-bas. Et ce jour-là, vous êtes sûr, vous pouvez y retourner vous aussi. Et tu verras, Jeannette, tu verras quand tu vas y aller de tes propres yeux, tu verras comment que le pays s'est développé. On produit de tout maintenant là-bas. On produit de tout, on a tout. Mais surtout maintenant là-bas, Jeannette, on produit beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Beaucoup d'espoir.